Cher prof, n'est-ce pas que dans les avions, c'est le pilote automatique qui fait tout? Hein? Avouez. Nathanaël, c'est toi qui as mis cette carte dans mon café? Nathanaël doit prendre l'avion. Je veux pas y aller. Mais déteste ça. Non, pas les vaguelettes. Voilà, je suis tout barbouillé maintenant. En bon phobique, Nathanaël pense que tout dans les avions veut le tuer, à commencer par l'équipage. Étant donné que tout le personnel veut sa mort, Vos dossiers. le pilote est forcément le pire des saligots. Steward B34, enclenchez le cri de bébé, rangée 26, merci. Doublé d'une incompétence crasse. La preuve que c'est un gros nul, il a besoin d'un pilote automatique. Beaucoup pensent que le pilote automatique est une sorte de robot qui fait tout. Dis, il y a la teuf en première classe, là. T'as pas besoin de moi. Tout va bien, Dave. Tout va très bien. Cool, je te kiffe, mon pote. D'abord, le pilote automatique ne ressemble pas à un robot, mais à un vieux magnétoscope qui ne fait pas tout seul. Le pilote entre des données comme l'altitude, le cap, la vitesse, etc. Et puis, il a plein d'autres trucs à faire. Gérer le carburant, vérifier les routes. Tiens, je vais empêcher tout le monde d'aller faire pipi. Réfléchissez 2 minutes. On n'arrive déjà pas à faire conduire tout seul des voitures ou des trains. Alors des avions? Vite Google Vroom, à l'hôpital, c'est une urgence. Bonjour. Le capteur de votre siège m'indique que vous avez grossi de 2 kilos. On s'en fout, démarre. Ok, mais t'es gros. Non mais grouille. Oh, un dos d'âne. Je veux pas y aller. Après, je me pète les essieux et... On s'en fout, je t'ai dit, fonce. C'est comme croire que les robots qui assistent les chirurgiens opèrent tout seuls. Pardon, je suis à la bourre, je me suis disputé avec ma bagnole. Pas grave, c'est prêt, y a plus qu'à appuyer. Alors, comment va le petit dernier? La nounou automatique s'est trompée de sens. Avec le biberon. 37,5, c'est bien. Merde, il a opéré la table. L'important, mon petit Nat, c'est d'être super en avance avant l'embarquement. Allez, Google Vroom, à l'aéroport. Tu vas avancer, vieille bourrique. Je peux pas, j'ai mal à mes essieux. Si vous pensez encore que tous les pilotes d'avion veulent votre mort, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais vous mourrez quand même. Cher prof, pourquoi n'y a-t-il pas de parachute pour chaque passager dans les vols long courriers? Julie. Pardon, excusez-moi. Mais enfin, Julie, réfléchissez un peu. Des parachutes. Entre les gilets de sauvetage, l'écran, les journaux, l'oreiller, des jambes, un siège devant, le tout dans un espace de 25 cm², vous le mettez où, le parachute de 12 kilos? Follow the lumière if you voulez tout vivre. L'autre point est que 99% de la population ne sait pas du tout sauter en parachute. Vous croyez vraiment que c'est l'hôtesse qui va vous l'expliquer? Ouvrez the parachute. Don't forget de sauter with the bras écartés. Bref, imaginons qu'on ait assez de place dans notre A380 pour transporter des parachutes de 12 kilos pour les 853 passagers, soit 10 tonnes de parachutes. Tu vas rire. Quoi? Il n'y a plus d'essence. J'ai plus ou moins oublié de compter le poids des parachutes. Désolé. Tu leur dis? Ah, vas-y. À toi l'honneur. Sans façon. Imaginez la panique. On va tous mourir! Vous pensez vraiment que 853 cerveaux affolés vont se rappeler comment on enfile correctement un parachute? Comment ça se met? C'est pas un parachute, c'est un gilet de sauvetage! Le long courrier n'est pas forcément le meilleur avion pour sauter en parachute, car il vole trop vite et trop haut. Tout le monde risque de crever de froid et d'asphyxie. Mais bon, imaginons. Ready? Autre tout petit souci, à 12 000 mètres d'altitude, les portes de l'avion sont bloquées par la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Il faudrait y appliquer une force de plus d'1 tonne. Bah ça tombe bien, il y a un éléphant qui voyage avec nous. Surtout que la porte s'ouvre vers l'intérieur. Mais bon, imaginons qu'on arrive à ouvrir la porte et que personne n'est projeté hors de l'avion par la différence de pression, ni ne meurt de froid. Ça caille. L'autre gros problème sera de faire sauter les passagers correctement. Allez, j'y vais. C'est mon baptême de l'air. Ok. Attention! Réacteur!
Il faut environ 2 secondes entre 2 sauts. Il en faudrait 1706 pour évacuer les passagers. 28 minutes pendant lesquelles l'avion file toujours, éparpillant les rescapés sur plus de 500 km. Sympa pour les sauveteurs. Si vous voulez dissuader pour de bon vos amis phobiques de prendre l'avion, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr que vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, pas vrai que bosser 24-24 comme des abeilles pourrait sauver la ruche France? Depuis des siècles, on s'extasie sur les fourmilières ou les ruches. Regardez les enfants, elles sont contentes de bosser nuit et jour. Le PIB avant notre santé! Wouhou! Hé hé! C'est parti pour 23 heures de taf! Ah, quelle super journée! Ah la vache, moi je suis vanné. Pendant longtemps, on n'avait pas d'indice clair qui nous montrait qu'un insecte dormait. Dans les années 80, des chercheurs allemands se sont amusés toute une journée à priver des abeilles du moindre repos. Ah ah, petite abeille, au travail. Auf Wiedersehen. Ils se sont rendus compte qu'elles finissaient littéralement par s'effondrer de sommeil et qu'elles avaient besoin de 5 à 8 heures de sommeil par jour, comme les humains. Et les fourmis, alors, me direz-vous? En vérité, les fourmis aussi dorment, mais différemment, en fonction de leur grade. Alors, il nous faut plus de graines, beaucoup plus. Pause. La reine de l'entreprise ferait quotidiennement 90 siestes de 6 minutes. En tout, 9 heures par jour. Reprenez. Les ouvrières, elles, font 250 siestes par jour, d'environ 1 minute chacune, soit 2 fois moins que la bosse. Bon, alors. Je disais que je... Mais pas toutes en même temps. Mais c'est pas parce qu'elles dorment qu'à côté, elles bossent pas dur, hein. Elles donnent tout ce qu'elles ont, hein. C'est leur projet. Ben, pas tant que ça, en fait. En 2015, des chercheurs pas allemands se sont rendus compte que la moitié de la fourmilière elle serait spécialisée dans l'inactivité. Mais alors ton taf, c'est juste de rien faire. Et là, les avis divergent. Certains pensent que ce sont des contingentes. L'art de la guerre de Sun Tzu. Tu vas voir quand tu vas y passer. D'autres pensent tout simplement que... Ben, on ne sait pas ce qu'elles font. Ah non, en fait, j'observe les autres, je me nourris d'elles. Et puis j'en fais des spectacles de mime. D'autres encore supposent que l'oisiveté est peut-être juste nécessaire à la vie en société. Si vous pensez encore que bosser comme un âne est vraiment naturel, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Hé prof, pourquoi il y a des gens photogéniques et pas moi? Ah. Aujourd'hui, s'il y a bien une tare qui vous exclut à jamais des sites de rencontres, le P4 de Mythique, le loser de Tinder... C'est quoi ce ton? C'est bien la non-photogénie pathologique. Certes, votre honneur, grand juge du swag, il est possible que Nathanaël soit vraiment moche et que rien ne puisse le sauver. Mais qui sommes-nous pour juger? Sa mocheté n'est pas forcément de sa faute. On peut en effet être laid, mais avoir un cerveau qui ne s'en rend pas compte. C'est dû à la difficulté qu'on a tous de retenir ce à quoi on ressemble en vrai. Les chercheurs appellent ça poétiquement la théorie de l'association positive implicite. Quoi? Un seul like? En gros, le moment où vous vous observez le mieux, c'est dans le miroir de la salle de bain, toujours dans les mêmes conditions. Toujours le même éclairage, l'image inversée, de face et à hauteur d'yeux. Mais après, le cerveau va devoir se faire une image de vous, ce qui n'est pas si simple. Alors, comme pour supporter la laideur du monde, il va embellir la réalité. L'autre possibilité, c'est que Nathanaël soit dans la catégorie des gens physiquement normaux. C'est-à-dire, pas méga moche, mais pas super ouf. Bref, Nathanaël est juste victime de la technologie.
Nos yeux ne voient jamais les micro-mouvements ridicules que font nos visages, alors que l'appareil photo ou les vidéos surposent, eux, les immortalisent. C'est fou. Quand Batman bouge normalement, il est très beau. Mais à chaque arrêt sur image, c'est la déception. C'est l'effet freezing. Enfin, il y a cette catégorie de gens qui sont très beaux, mais qui se trouvent laids. Oh, hé, c'est moi ça. Non. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Une vraie maladie psychique. Évitez de la confondre avec ce qu'on appelle le mécontentement normatif. J'ai changé d'avis. Je suis dysmorphophobe des fesses. Ah bon? T'es plus lipidophobe? Mais si, regarde! Elles sont énormes! Au nom de la loi du swag, nous vous condamnons à 5 ans d'interdiction de selfie. Si vous voulez savoir comment obtenir plus de 50 000 likes, juste avec votre beauté intérieure, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Salut Moustache, c'est toi-même du passé qui t'écrit. Je voulais savoir, est-ce que dans le futur, il y aura des flics volants comme dans Minority Report? Professeur enfin le duvet pour l'instant. Ah, Nathanaël, tu te souviens quand on a vu Minority Report? Oh non, pitié, pas le coup du flashback. Oh, c'était en 2002. Pense aux moins de 20 ans qui n'ont pas connu ça. Ah non, prenez pas que... Minority Report, c'est un film avec Tom Cruise et plein de technologies du futur. Oh, qu'on aimerait beaucoup avoir aujourd'hui dans la réalité. La prise Péritel, tu la mets là? Souvenez-vous de cet ordi branché à 3 extralucides qui permettent d'arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent un crime. Oh non! Oh my god! Oh non, my god! Oh, je sens un petit meurtre arriver. Alors aujourd'hui, on n'a certes pas ce genre d'écran de folie. Et c'est peut-être pas plus mal. Et par contre, j'aimerais bien avoir le même sac à dos fusée qu'ont les flics qui poursuivent Tom. Super pratique pour aller faire mes courses. Reviens, gredin! Pourtant, déjà dans les années 60, un certain Wendell Moore avait fabriqué de telles fusées pour l'armée. Voici la Rocket Belt, propulsée à l'eau oxygénée pure à 90%. Les Américains pensaient même en équiper leurs soldats. Tu vois cette flotte, sergent Quenouille? Tu me la survoles et tu me cueilles tous ces sales viettes communistes comme des pâquerettes, ok? Chef, oui, chef. Le problème, c'est que l'engin présentait quelques inconvénients. D'abord, il faisait un bruit d'enfer. Sans parler du cri du soldat. Ah non, pas à cause de la peur, et de la chute, parce que les réserves de carburant ne tenaient que 25 secondes. À la réflexion, on s'est rendu compte qu'un homme volant à 100 km/h dans un tel boucan, c'était peut-être une cible un peu trop facile pour l'ennemi. Pourquoi croyez-vous qu'au XXIe siècle, on ne conduit toujours pas de voiture volante ou de rocket belt? Combi? Ok. Rétroviseur? Casque? Slip renforcé? C'est parce que ce serait bien trop dangereux pour le Pékin moyen. Aïe! Allez, Jean-Kévin, on entend le virage! Mais c'est tout. Il y a un autre détail d'importance. À savoir que l'engin envoyait de la vapeur d'eau à 700 degrés dans les fesses. Si vous croyez encore au truc de film qu'on n'aura jamais dans la vie parce que c'est vachement trop dangereux, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.